Bonjour Alexis Corbière, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes un insoumis et vous portez officiellement la parole de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne présidentielle. On est à J-2 du premier tour. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui Alexis Corbière? Bon, c'est le regard de quelqu'un qui reste attaché un peu fidèle à la philosophie des Lumières, à l'égalité entre les citoyens. Voilà, j'accepte pas la logique du profite et tais-toi. Et c'est celui de quelqu'un qui a de l'empathie pour ses contemporains. Alors hier soir, l'émission politique de France 2 a été troublée par la fusillade des Champs-Élysées. À 2 jours de l'élection présidentielle, quelle doit être la juste réaction de celui ou celle qui aspire à diriger le pays? Bon, mais déjà, quand même, un policier est mort, il faut avoir une pensée. C'est des fonctionnaires, ça veut dire qu'ils sont des serviteurs publics, des services publics, même si c'est celui de la police, un homme est mort. Il faut penser à lui, à sa famille, bien entendu, penser aux gens qui sont blessés. euh, Remercier en quelque sorte les forces de police d'être intervenues. Et puis après, on est dans un moment particulier où je crois qu'il ne faut pas que la peur l'emporte. Voilà, et le meilleur démenti qu'on peut apporter à ceux qui cherchent à troubler le pays, à dresser des Français les uns contre les autres, c'est de dire, bien sûr, il y a une émotion, il y aura des formes de recueillement sans doute, mais il faut continuer. Vous pensez Voilà. que c'est un boulevard au Front National ce qui s'est passé hier soir? Moi, j'aime pas répéter des choses comme ça, parce que c'est tout le temps considéré que le Front National profiterait de tout. On arrête de réfléchir quand on dit ça. Mais ça peut être justement une réponse de fraternité qui est apportée à ça. Parce que nos concitoyens comprennent bien que face à la peur, c'est aussi une façon de faire de la politique. De dire nous n'avons pas peur et vous ne gagnerez pas. Et ce soir notamment, nous terminons notre campagne par des apéritifs citoyens pour se retrouver. Ça peut être une manière de répondre à ceux qui veulent nous terroriser, que nous sommes debout et nous continuons à considérer qu'il n'y a pas de société sans ce lien indispensable entre les êtres humains qu'on appelle fraternité. Alors justement, les questions de terrorisme, de sécurité, d'identité n'ont finalement pas été tout à fait au cœur de cette campagne présidentielle. D'autres thèmes se sont imposés, notamment par la force des candidats de gauche, comme ceux du travail, des institutions, de la sécurité sociale. C'est déjà une première réussite, une première Tout à fait. victoire. C'est bien analysé. Moi, je suis assez content que cette campagne, finalement, ne se soit pas passée sur les terrains sur lesquels certains voulaient, depuis de longs mois, voire même des années, amener à ce que ce pays débatte et se déchire en vérité. Non, c'est la question sociale, la question aussi institutionnelle à travers la Sixième République qu'on a mis. Finalement, la loi El Khomri, et vous en êtes un témoin de choix, a démontré que la question sociale était liée à la question institutionnelle. C'est-à-dire que c'est une loi préjudiciable pour les salariés, mauvaise pour chacun d'entre nous, mais qui a été imposée par la force, par des institutions qui sont autoritaires. Et ça a démontré qu'on ne peut régler l'affaire du partage des richesses, et puis d'autres questions aussi, d'autres choix économiques qui répondent à l'exigence écologique du moment, que si nous avons des institutions qui respectent le peuple. Donc je crois que toutes ces questions-là ont été les dynamiques qui ont traversé la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire la question de la Sixième République, des droits nouveaux pour les citoyens, la nécessité aussi de reformuler un discours politique qui n'emprunte pas aux figures du passé, qui s'adresse au plus grand nombre, qui tient compte du fait que ce pays est profondément troublé et qu'il faut s'adresser aux 44,6 millions d'électeurs et plus seulement à des cheptels électoraux très définis comme avant. Alors quand même, sur les questions de sécurité, Jean-Luc Mélenchon a reçu un soutien un peu original hier, puisque Alain Bauer, proche de Nicolas Sarkozy et de Manuel Valls, a dit que Mélenchon avait le programme le plus structuré, le plus intéressant. C'est un soutien qui est significatif, qui Bah, crédibilise aussi le projet de Jean-Luc Mélenchon. je le prends. Il y a celui aussi de Pamela Anderson et de Danny Glover. Donc Alain Bauer, Pamela Anderson, Danny Glover, Marc Ruffalo. Non mais je taquine parce qu'en plus il y a beaucoup de soutien aujourd'hui, beaucoup d'artistes, etc. Mais moi, quand un professionnel de la sécurité, comme d'autres, comme il y a des professionnels de la justice qui ont dit que notre programme était excellent, Amnesty International qui a dit que sur la question des droits de l'homme, on avait le meilleur Sur la programme, culture. sur la culture et là sur la sécurité, je prends ça chaque fois comme étant d'éléments positifs qu'on a bien travaillé. C'est-à-dire que ça peut être l'occasion de se dire que derrière le candidat Jean-Luc Mélenchon, il y avait des groupes de travail thématiques qui ont beaucoup travaillé avec des gens de qualité qui montrent qu'on est prêt à gouverner. Ça doit rassurer tout C'est le ça monde. qui s'est passé depuis 2012 à aujourd'hui, c'est la question de la crédibilité aussi du programme de Jean-Luc Mélenchon. Je crois, c'est beaucoup de choses, mais c'est clair qu'on a cherché durant cette campagne, qui a commencé le 10 février 2016, il y a longtemps, chaque fois à mener une campagne pour gagner, pour vraiment considérer que ce pays se cherchait, troublait, etc., et qu'il ne fallait pas mener une campagne pour, je ne sais pas trop quel objectif, de petite dimension, mais bel et bien pour dire voilà, nous sommes prêts, on a fait beaucoup de choses, je pense notamment à cette émission où pendant 5h30, on a présenté notre programme économique chiffré avec des économistes de premier plan pour continuer à montrer que nous sommes prêts et si les Français font ce choix, nous dirigeons ce pays. Alors vous êtes prêts, mais qu'est-ce qui va changer concrètement dans le quotidien des Français le 8 mai prochain si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République? Énormément de choses, mais il faudra. Commençons un peu par ce qui
est une étape importante, bien sûr, le fait de dire à nos partenaires européens, à commencer par l'Allemagne, que cela ne va plus, que les traités européens actuels, tels qu'ils sont mis en place, tels que d'ailleurs souvent ils ont été rejetés par le peuple français chaque fois qu'on leur a posé la question, ils ont un caractère illégitime quand même, si on est attaché au fait que c'est au nom du peuple que les décisions sont prises. Là, en l'occurrence, chaque fois que ces traités ont été présentés, ils ont été rejetés. Et ces traités interdisent l'harmonisation fiscale et sociale. Il y a eu un comportement de la Banque Centrale Européenne qui ne nous va plus. Il y a des directives des travailleurs détachés qui sont extrêmement préjudiciables pour les travailleurs de notre pays. Bref, tout ça, on va dire que ça ne peut plus durer. Donc on va discuter. Et c'est évident que c'est une stratégie nouvelle qui est celle de dire, voilà, maintenant il faut, la France pèse, vous devez nous entendre, sans quoi ça aura des conséquences. Nous ne commençons pas cet échange en disant, quoi qu'il arrive, comme le font certains, l'Europe étant notre bien précieux, formule creuse, nous entendrons finalement les arguments qui sont des arguments économiques de la part de l'Allemagne. Non, et ça va bouleverser les choses. Mais après, en même temps qu'il y aura ça, que les choses soient claires, il y aura dans un premier temps une élection législative type classique, 5e République, qui aura lieu. Je souhaite que les partisans de notre projet soient les plus nombreux possibles. Et nous mettrons en œuvre notre programme social, augmentation du SMIC pour commencer, notre programme écologique, et puis aussi, vous le savez, la question de la 6e République. C'est important, parce que dans ce pays troublé, il faut se redéfinir comme peuple et se poser la question des droits nouveaux pour les citoyens. Alors, on est le 21 avril 2017, 15 ans jour pour jour après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle et surtout la disqualification de la gauche. À l'époque, le PS dont vous faisiez partie n'a pas eu de mot assez fort pour dénoncer la division de la gauche en montrant du doigt Taubira, Chevènement, Mamère. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, personne ne tient compte de cet échec majeur dans l'histoire ? Vous êtes cruel, moi j'en tiens compte, avec Jean-Luc Mélenchon, on en a tenu compte. On a précisément considéré qu'il fallait reforger de nouvelles forces sociales, politiques. Et je crois que nous sommes ceux qui en avons dans un premier temps tenu compte. Bon, après, la question c'est, on ne règle pas tout ça. Mais si la gauche n'est pas qualifiée au second tour ce dimanche, il faudra, qui porte la responsabilité ? Certainement pas nous. Il y aura... on est à 48 heures d'un vote. Je ne vais pas, à ce stade, dénoncer les uns et les autres, ça n'aurait pas de sens. Il y aura des bilans nécessairement qui devront être tirés. Moi, je sais qu'il y avait un vieux monde qui était en train de s'effondrer, auquel nous sommes tenus à bonne distance avec Jean-Luc Mélenchon. Nous avons fait la France insoumise qui a émergé précisément parce que nous ne voulions plus redonner une centralité au Parti socialiste. Vous le savez, on s'est fait notamment entendre sur le fait qu'on refusait de participer aux primaires. Et nécessairement, ce qui allait sortir de tout ça allait être un obstacle aux vraies dynamiques populaires. J'en avais la conviction. Sauf que tout ça s'est passé de manière plus compliquée que prévu. Vous l'avez vu, Hollande n'était pas candidat. Le candidat qui sort vainqueur de la primaire, en vérité, il est porté par une énergie que moi j'ai appelée dégagiste, qui voulait en finir avec Manuel Valls. Et je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation de la part, je parle de Benoît Hamon, de considérer que c'était en quelque sorte, ça lui redonnait une centralité, alors que je crois que l'énergie qui le portait était celle de dire on ne veut plus les voir. Et donc finalement, ça a participé après aux difficultés de sa campagne. Moi, que les choses soient claires à ce stade, je veux d'abord m'adresser aux abstentionnistes et aux indécis. C'est ça la question majeure. Alors justement, hier, je recevais l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Il vous a posé une question. Il dit hésiter aujourd'hui entre Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. Alors s'il vote Jean-Luc Mélenchon, il souhaiterait savoir quelle place aurait Philippe Poutou dans un gouvernement. La place que voudra avoir Philippe Poutou pour aider à tout ça. Mais je ne peux pas répondre mieux. Je crois qu'il faut respecter les différentes sensibilités politiques. Moi, j'aime bien le franc-parler de Philippe Poutou. Ça tient plus parfois, moi je relie à une tradition politique type un peu anarcho-syndicaliste, où en gros les élections on s'en fout, c'est le mouvement social qui détermine tout. Très bien, je respecte. Je crois que le mouvement social a son importance, mais qu'il faut aussi travailler à la question de sa traduction de manière gouvernementale. Je respecte Philippe Poutou. Si Philippe Poutou et ses amis veulent donner un coup de main à ce que nous faisons, ils sont les bienvenus. Alors, si justement, qu'est-ce que vous diriez à Guillaume Meurice pour le convaincre de voter Jean-Luc Mélenchon? Et d'ailleurs, comment vous faites en quelques minutes pour convaincre les indécis de passer des indécis aux insoumis? Non, mais Guillaume Meurice étant un observateur affûté des choses, il l'a sous les yeux, notre campagne, franchement. Et je lui dis, regarde ce que nous avons fait, non seulement la force populaire qui s'est levée, les réponses que nous apportons à la question sociale, à la crise écologique, notre passage en 6e République. Et cher Guillaume, si tout ça ne te convainc pas, j'ai plus d'arguments. Voilà, il y a un vote historique, c'est ça. Allez, je vais prendre un peu sans faire. Il y a un moment, il y a une bifurcation qui est possible, voilà, dans cette élection. Et franchement, j'ai la conviction que le bulletin Mélenchon est le seul bulletin qui permet de prendre la bonne direction. Voilà. Il sera au second tour ce week-end, Jean-Luc Mélenchon? C'est possible. C'est ça qui est. Je peux vous dire ça aujourd'hui sans apparaître comme un illuminé. C'est une possibilité qui est là. Reste d'abord à travailler dans les heures qui restent à ce que les indécis, les abstentionnistes viennent voter. Moi, c'est ça que je veux dire d'abord et avant tout. Il y a des millions de gens qui hésitent parce qu'ils sont blessés par le caractère antidémocratique de ces institutions. C'est parfois leur ultime dignité civique de dire « moi, je ne veux plus cautionner ces systèmes, je n'irai pas voter ». Je comprends, je respecte ça, mais je leur dis quand même, regardez avec le bulletin Mélenchon, on peut écrire une page nouvelle de l'histoire de France. Il ne faut pas rater l'occasion. Merci beaucoup Alexis Corbière. Lundi, le deuxième tour de l'élection présidentielle sera lancé. On connaîtra d'ailleurs les deux candidats
qualifié pour la course à l'Élysée. Pour commenter et analyser cette actualité politique, je recevrai Roger Martelly, l'historien et co-directeur de la revue Regard. Vous avez une question pour lui? Déjà, saluer Roger, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, et j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'historien a à nous dire sur cette formidable campagne que nous avons menée, et je lirai attentivement ce qu'il en dira. Très bien, je lui poserai la question. Merci beaucoup.